et les fenêtres sont beaucoup plus ouvertes qu'avant sur l'extérieur. Les espaces dédiés à Madame de Sévigné. Vous venez d'entendre les pas et les explications de Noémie Giard, chef du service des publics au Musée Carnavalet Histoire de Paris. Il vient de rouvrir ses portes après 4 ans de rénovation complète. Elle nous l'a fait découvrir en avant-première. Un musée repensé, magnifique, dont on parle aujourd'hui dans le podcast Paroles d'Histoire pour le 201e épisode. Vous retrouvez l'ensemble des émissions sur le site parolehistoire.fr et vous pouvez vous abonner via Spotify ou iTunes, ainsi que sur ce dernier, laisser un commentaire toujours apprécié. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être au Musée Carnavalet Histoire de Paris qui vient de rouvrir ses portes en compagnie de Juliette Tenré-Chevzik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice au département des sculptures et du patrimoine architectural et urbain. Et de Noémie Giard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service des publics du musée et j'ai envie de vous poser la première question. Quand on a travaillé pendant des années à la réouverture, rénovation d'un musée, qu'on est chef du service des publics et que pour la première fois depuis quelques jours on voit du public, ça fait quel effet de se retrouver dans ce musée ? Alors oui, c'est un grand moment là qu'on est en train de vivre ces jours-ci, en effet, avec l'arrivée et le retour des visiteurs dans nos salles et dans nos bâtiments. C'est très émouvant, c'est un peu excitant et évidemment on sait qu'on a encore plein de choses à faire, à ajuster, des réglages et puis toute une programmation culturelle aussi pour ce qui concerne mon activité, l'activité de mon service à bâtir. Mais voilà, on est très content de cette réouverture. Juliette Tenré-Chevzik, vous avez déjà des retours des visiteurs par rapport aux choix qui ont pu être faits. On reviendra sur l'historique de la rénovation, sur les projets, etc. Est-ce que les premières impressions vous paraissent bonnes et justifient finalement ce qui a été fait ? Pour le moment, effectivement, on a des retours assez positifs des visiteurs. En particulier, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose auquel on a été très attentif pendant toute la rénovation. Les visiteurs habitués et amoureux de notre musée, la plupart, en fait, nous disent qu'ils y retrouvent le charme avec un côté remis à neuf, avec beaucoup plus de lumière, de clarté dans les espaces, mais qu'ils n'ont pas l'impression que le musée qu'ils aimaient a été totalement dénaturé et ils retrouvent certaines ambiances qu'ils appréciaient, notamment au premier étage de Carnavalet. Alors il faut sans doute dire un petit peu ce qui s'est déroulé pendant un peu plus de 4 ans, je crois, comment ça s'est passé et quelle était l'intention derrière ces travaux de rénovation. Comment on pourrait présenter finalement la raison de cette rénovation et puis la philosophie générale qui a présidé ? Alors à l'origine, on pourrait même remonter à plus de 7 ans pour l'origine de ce projet de rénovation qui a été porté par la directrice du musée Valérie Guillaume et évidemment la directrice générale de Paris Musée Delphine Lévy. Donc depuis, il y a à peu près plus de 7 ans, je pense. J'ai du mal à me retrouver là dans les temporalités, dans cette longue période qu'on a traversée. Mais à l'origine, d'abord, on écrit un projet scientifique et culturel, on bâtit une programmation détaillée, au fil de réunions collectives avec les équipes de la conservation, la directrice et l'équipe du service des publics, on bâtit aussi des listes d'œuvres, surtout les conservateurs, là, pour le coup, et des intentions de médiation aussi. Donc ça remonte à plusieurs années, avant le début des travaux à proprement parler, qui date, lui, d'il y a plus de 4 ans. Alors Noémie Giard, je reviens juste sur, finalement, avant ce moment de la mise en place des projets, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il fallait changer ce musée ? Vous avez dit, il y a des gens qui sont venus, qui étaient attachés au charme, etc. Mais quelle était la justification derrière l'idée de faire un nouveau projet, de faire des travaux ? Alors, la rénovation du musée Carnavalet a d'abord été rendue nécessaire par la nécessité de mettre le bâtiment aux normes. Mettre les bâtiments d'ailleurs, parce que nous sommes dans 2 hôtels particuliers, classés monuments historiques, les mettre aux normes d'accessibilité, aux normes de sécurité aussi. Donc, il y avait déjà d'abord cet enjeu-là. Et puis ensuite, l'enjeu de rénover ce parcours qui n'avait pas été touché depuis de nombreuses années. Je pense que la dernière vraie rénovation du bâtiment, du musée, du parcours muséographique, datait de 1989. Donc du bicentenaire ? Voilà, du bicentenaire de la Révolution française. Il y a eu d'autres interventions entre-temps, mais vraiment, ça remonte à cette époque-là. Donc, ça commence à faire un certain temps. Évidemment, les attentes des publics ont beaucoup évolué depuis les années 80. L'environnement muséal a évolué. Notre visitorat a évolué également, avec une part importante de touristes étrangers, mais aussi des publics éloignés, des publics familiaux, des publics à qui on a besoin de penser de façon plus spécifique. Et donc, il s'agissait aussi pour le musée Carnavalet de se rendre plus accessible à tous les publics, on va dire.
repenser un tel musée, ça va pas de soi, c'est peut-être plus compliqué que dans d'autres lieux ou bâtiments parisiens où on pourrait finalement avoir une enveloppe, un bâtiment qui serait un peu une coquille vide et puis à l'intérieur on fait ce qu'on veut, on fait un grand plateau où on fait plein de petits espaces, etc. Là, on a un musée qui lui-même a une histoire qui remonte, si je me trompe pas, aux années 1880, voire avant évidemment pour l'état du bâti, les bâtiments, mais le musée lui-même, les années 1880. Et du coup, ça conditionne aussi la manière dont on peut penser ce parcours parce qu'il y a toute une série d'éléments existants qu'il faut respecter, qu'il faut intégrer dans une muséographie en même temps nouvelle. Donc c'est un peu un défi d'articuler l'existant, l'ancien, et puis le nouveau. Juliette Henry-Choisy, comment vous avez réfléchi à ça ? Effectivement, c'était le principal défi et c'est vrai que quand on écoute l'architecte François Chatillon qui a conduit la rénovation sur le bâtiment, il dit c'était vraiment... On partait pas sur une page blanche, c'était s'inscrire dans un lieu existant avec de fortes contraintes au niveau du bâtiment et notamment au musée Carnavalet, cette spécificité de salles à décor qui sont remontées, qu'il était bien sûr hors de question de déplacer. Alors peut-être, disons, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore le musée, on va les inviter bien sûr à venir, à réserver sur le site internet parce qu'il y a beaucoup d'affluence, on peut pas juste venir comme ça dans le Marais, mais il faut réserver, il faut venir voir. Ces salles à décor, on dit aussi les period rooms, ça ressemble à quoi ? Ça consiste en quoi ? Alors, c'est une appellation générique un petit peu dans le monde des musées qui recouvre différents aspects, mais de manière assez générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'une period room, c'est un espace recomposé avec une volonté d'unité, de lieu et de temps. Donc, en résumé, on remonte un décor provenant, par exemple, d'un hôtel particulier, et dans la pièce, on va placer du mobilier, des objets d'art qui ont été produits également à Paris, comme le décor, et qui datent de la même période. Mais c'est vraiment un ensemble recomposé, et c'est pas une reconstitution d'un espace qui a existé. L'idée, c'est de donner l'aperçu, en fait, d'une période à travers un ensemble d'objets réunis par le musée. Et ça veut dire aussi qu'il y a des décors, des stucs, des moulures, des dorures, des fresques, qu'il y a toute une série d'éléments qui sont dans le bâtiment lui-même. C'est pas juste une collection d'objets. Donc cette pièce, en quelque sorte, on peut plus vraiment y toucher, on peut la rénover, mais on peut pas en modifier la nature. Exactement. En fait, dès le début, dans les premières années du musée Carnavalet, il y a eu cette volonté d'utiliser ce musée de l'histoire de la ville comme un conservatoire de décors qui avaient vocation à disparaître de leur lieu d'origine parce qu'un hôtel particulier était voué à la destruction, par exemple. Et donc, à ce moment-là, le musée Carnavalet, avec la commission historique du Vieux-Paris, a fait ce travail de veille pour prélever ces décors et venir les remonter dans les espaces du musée. Donc, c'est un paramètre aussi que les gens ont parfois un peu de mal à imaginer, c'est qu'on est effectivement dans des bâtiments historiques pour partie. Tout est historique, mais des bâtiments anciens pour partie. Et on a aussi dans le musée des ailes qui ont été, dès le départ, en fait, construites dans le but d'abriter ces collections à la fin du 19e ou au 20e siècle. Et donc, pour compléter les espaces vraiment de l'hôtel particulier Carnavalet d'origine, et donc dimensionner spécifiquement pour accueillir certains décors, comme c'est le cas des décors de l'hôtel La Rivière, où le plafond a été construit, la hauteur sous plafond a été construite en fonction de ces décors qu'on avait récupérés et qu'on voulait réinstaller. Est-ce que c'est cet hôtel, cette salle de bal avec ces peintures assez extraordinaires? Non, ça c'est une autre pièce. Exactement, c'est une autre pièce. Et là, pour le coup, ça montre un peu la continuité de notre musée avec ces décors. C'est vraiment une longue histoire puisque ça, c'est une opération de remontage qui a eu lieu au moment de la rénovation de 1989 dont parlait Noémie. Donc au moment où on a annexé la partie de l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau qui abritait la bibliothèque historique de la ville de Paris précédemment et qui donc en 89 est relié à l'hôtel Carnavalet et vient agrandir l'espace du musée. Et donc cet espace de la salle de bal de l'hôtel Wendel est donc dégagé dans l'architecture pour pouvoir accueillir ce décor à ce moment-là. Juliette Henry-Choisy, que la rénovation du musée, ça passe aussi par la rénovation de certaines œuvres, des peintures, des sculptures, dont la patine était abîmée, qui était devenue terne, ou qu'il a fallu peut-être repenser, redécouvrir d'une autre manière. Ça a été un gros travail aussi ? Exactement, hein, c'était inenvisageable de présenter dans un musée dont le bâtiment est totalement rénové, des œuvres qui n'auraient pas été restaurées préalablement, puisque c'est vrai que on peut se le dire, les œuvres d'art ont aussi de temps en temps besoin d'un entretien régulier sur les vernis, sur les patines pour les sculptures. Et donc, dans le cadre de cette rénovation, c'est l'intégralité des œuvres qui est passée à un moment donné sous l'œil averti des équipes de conservation. Et donc, certaines ont uniquement eu un petit nettoyage, un petit dépoussiérage vraiment très léger, mais d'autres, en fait, sont vraiment sorties des réserves à l'occasion de cette rénovation
rénovation, et ont fait l'objet de restaurations, ce qu'on qualifie de fondamentales, donc vraiment des restaurations lourdes, plusieurs semaines de travail, plusieurs mois pour certaines, et c'est pour ça que maintenant on peut les voir exposées, et certaines d'entre elles n'étaient pas visibles jusqu'à présent, puisqu'elles n'étaient pas en état d'être montrées. Il y a eu un budget conséquent. C'est très satisfaisant aussi pour les équipes du musée d'avoir eu ce travail de fond fait sur les collections et qui nous a vraiment permis de documenter les œuvres, puisque quand on restaure, on documente aussi sur les techniques, etc. Donc c'est vraiment un aspect fondamental. Ouais. Vous avez eu des surprises à cette occasion ? Des surprises, on apprend, on découvre. Moi, c'est vrai que je suis arrivée il y a assez peu de temps quand même au musée, donc je connaissais pas forcément l'histoire matérielle des œuvres dont j'étais chargée quand je suis arrivée. Et sur la collection de sculptures particulièrement, quand on entame une intervention de restauration, c'est vraiment l'occasion, avec des examens, des analyses poussées, de se pencher sur l'histoire d'une œuvre. Et donc, à travers la patine et les patines successives de restauration qui peuvent être appliquées sur une sculpture, on peut aussi se rendre compte de comment les sculptures ont été entretenues par nos prédécesseurs. Et donc, de voir effectivement différentes écoles, différentes manières de faire, des phases où on a tendance à avoir plutôt un rendu un peu sombre pour peut-être masquer certains manques, d'autres phases où on va revenir à quelque chose de plus clair. Sur les patines de sculpture, c'est vrai que c'est passionnant de regarder les œuvres sous cet aspect. Alors il faut vraiment venir au musée, notamment pour voir les maquettes qui montrent l'inscription du musée lui-même dans ces deux hôtels particuliers qui encadrent le lycée Victor Hugo à l'intérieur. Je fais un petit coucou au passage à ses élèves. Venir au musée, c'est aussi découvrir, Noémie Giard, de nouvelles salles, ou plus exactement des salles qui ont été remises en usage, en particulier au sous-sol, puisqu'elles étaient utilisées au XIXe siècle, elles ne l'ont plus été pendant longtemps, et là, de nouveau, le parcours va commencer au sous-sol avec des salles extrêmement intéressantes. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce parcours en commençant, si on suit un petit peu l'ordre, voilà, on va faire une visite ensemble, vous allez nous guider en commençant par ce sous-sol. Une petite visite virtuelle, du coup, ensemble, en effet. Alors, on démarre d'abord, la nouveauté de la rénovation, c'est d'avoir d'abord, avant ce parcours au sous-sol, des salles d'introduction qui introduisent vraiment, qui accueillent les visiteurs en donnant les grands repères de l'histoire de Paris, de l'histoire de l'hôtel de ville, de l'histoire du musée et de ses collections. Je vais rapidement, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une nouveauté et ça permet vraiment c'était un des enjeux aussi de la rénovation, de redire à tous les visiteurs qu'ils sont, quand ils entrent à Carnavalet, qu'ils sont dans le musée de l'histoire de Paris. Et qu'est-ce que c'est Paris ? Quelles sont ses limites ? Quelle est son histoire à grands traits ? Ensuite, en effet, on descend dans ces salles du sous-sol, qui sont une des grandes réalisations de la rénovation et de l'architecte François Chatillon, qui a fait ce choix de réinvestir des espaces qui sont en sous-sol, qui sont pour partie dans les caves de l'ancien hôtel particulier, qui donc, comme l'a expliqué Juliette, compose une partie du musée. Et où on va trouver aujourd'hui les collections archéologiques. Dans ces salles du sous-sol, on va aller de la préhistoire, donc du Mésolithique, jusqu'au début du XVIe siècle, avec une grande partie des collections qui sont présentées ici, qui sont des collections archéologiques, mais qui sont complétées aussi ponctuellement par des peintures, des sculptures et d'autres types d'œuvres. Alors ça, c'est quand même une nouveauté dans l'histoire de Carnavalet, le fait que l'Antiquité et le Moyen-Âge font aussi clairement leur entrée dans le parcours muséal, Juliette Henry-Chazig. Exactement. Alors, c'était un des objectifs de la rénovation, c'était de pouvoir retrouver un parcours chronologique et que le visiteur puisse débuter le parcours dans les périodes les plus anciennes et suivre un fil. Et donc, c'était un des défis, c'était de réussir au milieu de ces salles à décor qu'on a évoquées, qui étaient des points fixes qu'on ne pouvait pas déplacer, réussir à déployer ce parcours chronologiquement en faisant avec ces contraintes du bâtiment et de décors qu'on ne pouvait pas déplacer et réussir à avoir un parcours chronologique continu. Contrainte mais aussi vertu, parce que la longueur de certaines galeries au sous-sol, par exemple, permet de présenter une pirogue néolithique, qui est un objet absolument fascinant, qui a été trouvé lors de fouilles de la Seine. Oui, à l'occasion c'est la pirogue qui a été trouvée à l'occasion des travaux d'aménagement du parc de Bercy, de la ZAC de Bercy même, dans les années 1990. C'était un défi d'ailleurs de faire rentrer cette pirogue au sous-sol, pour ne rien vous cacher.
On continue avec le rez-de-chaussée et les étages, où là, on va avoir la présence forte, effectivement, de ces salles de décors reconstitués, notamment pour l'époque moderne, mais pas seulement. Toute une série de salles donc, qui évoquent l'histoire de Paris à l'époque moderne, à l'époque de la Renaissance et puis de l'Ancien Régime. Quelle a été la conception de ces salles ? Dans ces salles, et de la même manière, en fait, un peu dans toutes les périodes, dans toutes les salles du musée, il y avait trois axes forts, en fait. Donc, le premier, c'était, on est un musée d'histoire, donc on parle, bien entendu, des événements historiques qui ont structuré l'histoire de la capitale, de Paris, en règle générale. Un autre point qui est capital pour nous en étant un musée d'histoire de ville, c'est de parler des transformations urbaines, de la manière dont la ville de Paris a évolué au fil des siècles, et bien sûr de parler de ses habitants. Donc par différents aspects, ça peut être vraiment sur la vie quotidienne, mais aussi sur tous les aspects de vie culturelle, etc. Donc dans tous ces espaces, en fait, on a toujours ces trois grands axes qui sont visibles pour toutes les périodes et qui se mêlent et donc qui nous permettent, par exemple, au premier étage, d'avoir une série de salles qui va être plutôt consacrée aux aménagements sous Henri IV et de Henri IV à Louis XIV, par exemple, sur les aménagements urbains. Et puis ensuite, on va avoir une salle plutôt évocation de la vie culturelle parisienne autour de Madame de Sévigné, du théâtre, etc. Et donc ces espaces se succèdent chronologiquement et thématiquement aussi. On arrive, toujours si on suit l'ordre chronologique, à ce qui a toujours été l'un des points forts de Carnavalet, en tout cas, notamment avec ce moment bicentenaire dont nous avons parlé, c'est la séquence révolutionnaire. Et là, il y a toute une série d'objets remarquables, d'éléments remarquables, certains qui étaient déjà présentés, d'autres qui sont nouvellement présentés. Je crois qu'au total, il y a 60% des œuvres qui sont nouvellement présentées, qui étaient dans les réserves du musée, mais qui n'étaient pas visibles de cette façon-là jusqu'ici. Noémie Jarre, est-ce que vous voulez dire un mot de comment ces salles sur la Révolution fonctionnent ? Oui, 60% des œuvres pour l'ensemble du parcours sont en effet des œuvres qui n'étaient pas montrées avant la fermeture. Donc après avoir parcouru une partie du musée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, donc on arrivait dans les dernières salles à l'époque des Lumières, on traverse la galerie de liaison qui fait le lien entre les deux hôtels particuliers et qui traverse le lycée Victor Hugo, et on peut, en montant au deuxième étage, arriver dans les salles de la Révolution française. Ces collections révolutionnaires au musée Carnavalet sont très importantes en effet, et ce dès l'origine, puisque en fait elles arrivent au musée avec l'ouverture du musée en 1880, avec une importante donation d'un collectionneur qui s'appelle Alfred de Liéville, et qui constitue les premières collections révolutionnaires du musée, et qui fait que dès l'origine, le musée Carnavalet, qui est un musée de l'histoire de Paris, est aussi un musée de la Révolution française. Dans un contexte évidemment qu'il faut rappeler, les années 1880, c'est celle du premier centenaire de la Révolution et d'une Troisième République qui s'affirme en large partie en héritage. Donc il y a une volonté de mettre en avant l'énergie révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les types d'objets qui figurent dans les collections et qui sont exposés. Exactement. Ce qui est très important dans ces collections, c'est que ce n'est pas un musée rétrospectif. Ce sont des collections qui sont toutes de l'époque dont elles parlent, et c'est particulièrement important pour les collections révolutionnaires. Et quand donc vous me demandiez d'évoquer un petit peu le parcours dans ces salles, on va vraiment avancer presque au jour le jour dans les événements, et avec des œuvres, à travers des œuvres qui sont qui incarnent en fait ces événements, qui portent des iconographies, qui sont aussi pour les estampes par exemple des images qui ont circulé, qui ont permis de faire circuler des informations tout simplement, mais aussi des idées. Voilà, et on avance au fil des salles avec des conjugaisons d'objets et d'œuvres qui incarnent vraiment les événements et qui proviennent de l'époque dont ils parlent. Avant de continuer notre parcours chronologique, Juliette Henry-Chavzik, je voudrais vous demander comment, vous êtes conservatrice, donc plutôt du côté des sculptures, comment vous avez pensé l'articulation entre les différents types d'objets ? Parce que c'est très frappant quand on visite, j'ai eu la chance de le faire en votre compagnie, il n'y a pas une salle consacrée aux sculptures, une salle consacrée aux peintures, une salle consacrée aux objets, etc. Il y a l'idée que les objets vont dialoguer entre eux, c'est quelque chose de nouveau dans la conception du musée. Comment vous l'avez pensé ? L'idée, c'est effectivement ce que vous dites, c'est de faire dialoguer les objets autour d'une thématique ou autour d'un événement, d'un moment particulier de l'histoire. C'était vraiment un des socles de cette rénovation et du projet porté par notre directrice Valérie Guillaume. Et effectivement, ça conduit en fait à
à parvenir à cet équilibre que je décrivais tout à l'heure entre la vie quotidienne des Parisiens et les événements historiques au sens large, d'avoir cette alliance d'objets et d'œuvres vraiment très variées. Je pense par exemple quand on est dans la salle de l'île de la Cité, où on peut découvrir à la fois des fragments originaux qui proviennent de Notre-Dame ou d'autres églises qui se trouvaient sur l'île de la Cité, une grande maquette qui permet de décrire, de voir comment l'île de la Cité se présentait à la fin du Moyen-Âge ou à la Renaissance, et à côté de ça, une vitrine avec des objets archéologiques qui là, pour le coup, sont des objets de la vie quotidienne, des témoignages très rares, parce que c'est rare de conserver ce type d'objets, des assiettes en bois, des chaussures qui datent donc entre le XIIe et le XVe siècle, et qui permettent vraiment de montrer une évocation d'un lieu sous tous ses aspects, en fait. Il n'y a jamais eu de petite tension, concurrence entre les départements en disant moi je tiens à cette peinture et puis d'autres qui disent non, il n'y a pas la place, moi j'ai cette sculpture que je veux mettre en avant, non, il y a l'imprimé, etc. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Après, c'est sûr que chacun avait des choses, des partis à défendre, mais c'est vrai qu'au final, je trouve que c'est un parti qui fonctionne bien. Moi, j'en suis satisfaite. Je trouve que notamment dans les grandes vitrines thématiques qu'on a, pour le coup, là, dans la partie Le Pelletier, je pense notamment à tout l'accrochage autour du siège de Paris, où là, on a vraiment ces objets qui dialoguent. Donc, on a les boules de moulin, donc ces fameuses boules qui étaient utilisées comme pour envoyer des messages et qui naviguaient le long de la Seine. Bon, c'était pas très efficace, mais voilà. Donc, on en conserve au musée. Et puis, à côté de ça, on a des fragments de pain, mais on a aussi l'illustration un peu de la sculpture officielle, la manière dont ce moment de l'histoire de Paris va être mis en scène par la Troisième République avec les esquisses pour le monument de la Défense, des tableaux un peu de genre, et tout ça dialogue et me permet de vraiment montrer une pluralité de discours, en fait. Bon, Noémie Jarre confirme la bonne entente qui a régné au sein du musée. Oui, tout à fait. On a parlé de 1870-71 avec le siège. Revenons un petit peu avant. On a quitté la Révolution, on a sauté en 1870-71, mais il y a tout ce 19e siècle parisien qui a évidemment une grande importance, en commençant par la période napoléonienne. On a une grande place aussi accordée aux événements de 1830-1848, les grandes scansions du 19e siècle, des révolutions, des insurrections parisiennes. Là aussi, c'est quelque chose qui a fait l'objet de beaucoup de renouvellement historiographique d'ailleurs. Comment ça a été intégré au musée ? Oui, en effet, je confirme la bonne entente, et puis surtout je confirme ce qui était en effet assez passionnant à suivre quand on assistait comme moi à certaines séances de travail collectif entre les responsables de collection, plutôt que des rivalités, vraiment une intelligence collective qui a émergé, parce que l'enjeu c'était de voir quelles collections, comment en les articulant ensemble on allait pouvoir faire non seulement évoquer l'histoire de Paris, mais aussi la faire partager aux visiteurs. Ça a été dès le début un enjeu vraiment pour toutes les équipes. Oui, sur les révolutions du 19e et sur l'ensemble du parcours, on a travaillé avec des historiens tout au long de ce projet de rénovation pour en effet mettre à jour l'historiographie, se mettre à jour nous-mêmes sur la façon d'évoquer tel ou tel sujet, tel ou tel événement, et des nouvelles connaissances qui avaient été aussi déployées. On peut citer quelques-uns de ces historiens ou historiennes pour travailler avec vous ? Quelques-uns des historiens avec lesquels on a travaillé. En essayant de pas en oublier, bien sûr, mais si on en cite quelques-uns. Alors, on va en citer quelques-uns, mais c'est en effet compliqué, parce qu'il y a eu énormément, on a une liste de plusieurs dizaines de noms, de personnes qui nous ont accompagnés dans cette rénovation, donc c'est un petit peu délicat, mais pour les grandes périodes de l'histoire de Paris, on a travaillé avec Boris Boff pour le Moyen-Âge, Nicolas Lioncan a relu certains de nos textes pour la période moderne, Emmanuel Furex pour les révolutions du 19e siècle, puisque vous en parliez, a donné des entretiens qui sont présents, qui sont diffusés dans les écrans, dans les salles. Juliette a peut-être d'autres noms qui lui viennent à l'esprit là. Il y en a tellement, c'est vrai que voilà, c'est vraiment. On a en fait dans tout le parcours des entretiens avec des historiens, pas que des historiens d'ailleurs, des spécialistes de différentes thématiques et de différents sujets, et c'est une cinquantaine d'entretiens qui sont présents tout au long du parcours, de la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. Le précédent musée carnavalet n'allait pas jusqu'à nos jours. D'ailleurs, je ne sais plus quand il s'arrêtait, mais en tout cas, la période contemporaine n'était pas pleinement intégrée. Aujourd'hui, c'est le cas. Comment vous avez cherché à étirer le temps jusqu'à nos jours ? Exactement. Avant, on s'arrêtait à peu près dans les années 1920-1930. Donc, on avait la chambre de Proust, on avait cette fameuse salle de bal Vindel qui date de 1925. Donc, c'était vraiment la fin du parcours. On allait
peu au-delà de cette date-là. Et donc le souhait, c'était d'intégrer le XXe siècle. Voilà, on avait les années folles, mais on n'avait pas Pompidou et le béton parisien qui a failli recouvrir. Il y a un plan très inquiétant de Paris exposé à un endroit où on s'est dit on n'est pas passé loin d'une certaine catastrophe. Enfin, ça dépend des goûts évidemment, mais il y aurait pu y avoir des choses assez radicales. Exactement. Donc c'était alors c'est à la fois c'était très stimulant parce qu'on a pu justement mettre en avant des collections qui étaient dans nos fonds et qui sont vraiment des œuvres, des chefs-d'œuvre du musée qui sont maintenant visibles dans les salles. Et c'était aussi l'occasion d'une politique d'acquisition très stimulante pour les responsables de collection pour venir justement nourrir ces dernières salles du parcours. La volonté de parler du XXe siècle et jusqu'à la période contemporaine. Donc de parler aussi des attentats, de parler de Paris meurtri dans la période récente, ça fait aussi partie de l'histoire de Paris. Exactement, c'est l'idée de vraiment aussi pouvoir offrir aux visiteurs que le Parisien aussi se sente participant de cette histoire à travers des événements récents que la personne a elle-même connus. C'est vrai que ça joue un rôle assez important. Noémie Girard. Oui, je rebondis sur les sujets de la période contemporaine pour signaler qu'un des points importants de cette rénovation, et on a parlé des 60% d'œuvres nouvelles qui étaient montrées, un des points importants, c'est qu'on a montré des œuvres qui n'étaient pas montrées auparavant dans le parcours permanent, donc notamment pour le XXe et le XXIe siècle, mais aussi pour certains types de collections qui, par leur fragilité, ne pouvaient pas être présentées en permanence dans le parcours du musée, mais qui aujourd'hui vont être montrées. Ce sont notamment les œuvres d'art graphique, des petits objets dont on a un peu parlé déjà, et puis les photographies. Et je rebondissais sur la période contemporaine parce qu'en effet, les photographies vont, au fur et à mesure des salles, acquérir une place plus importante. Et ce sont elles qui nous permettent d'évoquer dans la salle du XXIe siècle les grands rassemblements après les attentats de 2015, mais aussi l'incendie de Notre-Dame. Et pour terminer, la dernière œuvre du parcours qui évoque le confinement de l'année dernière, quand Paris a été complètement déserté. Raconter l'histoire de Paris, ça présente quand même certains défis du point de vue muséographique, parce que beaucoup de ces œuvres, notamment pour certaines périodes anciennes, émanent des pouvoirs urbains, des pouvoirs royaux, et on n'a pas toujours autant accès sans doute qu'on le voudrait au quotidien des Parisiens, des Parisiennes. Donc comment vous avez cherché à faire aussi une place à la population parisienne, aux gens les plus modestes, aux femmes? Ce sont des questions qu'on se pose évidemment de plus en plus dans l'historiographie, dans la muséographie aussi. Est-ce que ça a aussi guidé vos choix, Juliette Henry-Chavzik? Oui, tout à fait. Mais ça passe aussi par cette variété d'objets qu'évoquait Noémie tout à l'heure. C'est vrai que on a, avec les collections archéologiques, la possibilité du coup de documenter, par exemple, une zone d'habitat. Et donc, ça va être vraiment des objets du quotidien qui vont pouvoir être montrés sur la gravure aussi, l'estampe. C'est vraiment des œuvres qui circulent et qui sont de vaste diffusion. Et donc oui, je crois qu'il y a des cartes à jouer de l'époque moderne qui sont une très très belle pièce que je me souviens d'avoir vue. Voilà, et sur les petits objets de mémoire, comme on les évoque ici, c'est donc des objets qui ont appartenu soit à des Parisiens illustres, soit à des Parisiens moins connus, mais qui du coup ont donné à un moment donné un objet qui avait une importance historique particulière au musée et qui là du coup nous permettent de faire effectivement une sorte de balance par rapport aux œuvres plus officielles. Donc c'est vrai que moi sur les sculptures, je suis plutôt sur des documents assez officiels, voilà, des commandes publiques, etc. Mais sauf quand ces sculptures sont déboulonnées ou taguées, mais bon, ça c'est peut-être encore dans une autre phase débat, du musée qui pourra un jour arriver, parce que ça fait aussi partie de l'évolution du paysage urbain. Mais du coup, Noémie Girard, comment vous voyez aussi peut-être cette demande, ou en tout cas cette nécessité, vous avez parlé tout à l'heure des touristes qui viennent, de leur montrer un Paris qui ne soit pas que le Paris de la carte postale, qui ne soit pas que le Paris des rois et puis des grands bourgeois qui donnent des balles, etc. Est-ce que c'est aussi une chose à laquelle vous avez été sensible dans le public visé par cette exposition? Oui, on y a été sensible, et d'autant plus que vous parlez des touristes, et en effet c'est un enjeu important pour le musée Carnavalet, mais on avait aussi un autre enjeu important qui était vraiment de renouer avec les Parisiens et les Franciliens, et de faire du musée de musée Carnavalet le musée aussi des Parisiens, et de pouvoir intégrer des histoires de Parisiens, l'histoire que
que Juliette évoque et que vous évoquez aussi, de ce peuple de Paris qui a été, pour ceux qui connaissent le musée Carnavalet depuis longtemps, il y a eu une très belle exposition consacrée à cette thématique bien avant la fermeture et les travaux. On avait vraiment cette volonté de réinjecter la vie des Parisiens dans ce parcours. Ça passe aussi par le séquençage, tout simplement, des chronologies, rappelez par rapport à l'histoire nationale, pour se repositionner en tant que musée d'histoire de Paris, et donc pas forcément rythmer le parcours sur des règnes, mais le rythmer aussi avec des dates jalons qui sont des dates purement parisiennes, comme la construction de l'hôtel de ville sous François Ier, comme la Commune de Paris. L'inondation 1910. La crue de 1910, en effet, ou encore l'élection, le retour d'un maire à Paris avec une élection au suffrage universel en 1977, par exemple. Ça veut dire aussi qu'il y a des choix de médiation, c'est un point important dont je voudrais que vous nous parliez un petit peu, parce que depuis la dernière version, on va dire, un peu figée dans les années 80 du musée Carnavalet, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la médiation, dans la scénographie, dans la muséographie, notamment à destination de publics qui viennent au musée, des enfants avec leurs parents, de publics qui ont des difficultés d'accès pour différentes raisons. Alors, je sais que vous avez été très sensible à ces questions. Dites-nous un petit peu comment vous avez pensé l'accessibilité de ce musée. Alors l'accessibilité, ça a commencé par les ascenseurs, tout simplement. Quand je parlais tout à l'heure de mettre aux normes le bâtiment, donc il y avait déjà ce préalable. Et en fait, on a poursuivi cette logique de faciliter les accès, ce que symbolise un peu l'ascenseur, faciliter l'accès aussi aux informations, au contexte historique, pour mieux comprendre et mieux appréhender les œuvres. Le cœur de notre démarche, et vraiment ce qui nous a apporté tout du long de ce projet, ce sont vraiment les collections du musée. C'est à partir d'elles, de ces 625 000 œuvres des collections du musée Carnavalet qu'a été constitué le parcours. Et c'est à partir d'elles qu'a été pensée toute la médiation, avec des enjeux en effet de textes plus faciles à lire en complément de textes plus développés. Donc on garde un niveau de lecture et d'information rigoureux, scientifique. Encore une fois, on a travaillé avec beaucoup d'historiens, beaucoup de spécialistes sur tous ces contenus. Mais on voulait aussi, pour des gens pour qui l'histoire de Paris est moins évidente, moins connue, donner des grands repères. Donc le Paris des cartes postales, c'était aussi utile pour les grands repères. Il fallait la Tour Eiffel, il fallait certains lieux qui sont incontournables. Aussi bien il fallait la Tour Eiffel, mais il fallait aussi Paris vu depuis Belleville pour que qu'on montre vraiment que Carnavalet, c'est le musée de l'histoire de tous les Parisiens. Et en termes de médiation, ça a été l'élaboration de dispositifs spécifiques. Donc on a des textes simplifiés pour les textes de salle, par exemple, avec du dessin tactilo-visuel. L'enjeu, c'est d'être accessible au public déficient visuel, mais aussi d'apporter des informations et d'attirer l'œil de tous les visiteurs. On est très sensible dans ce podcast au fait que les enfants font aussi partie des publics et de ceux à qui on s'adresse quand on fait de l'histoire. On vient de faire une émission notamment sur comment écrire l'histoire pour les enfants. Alors est-ce que dans ce musée, les enfants ont leur place aussi ? Oui, en effet, En effet, les enfants ont leur place au musée Carnavalet. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez innovant et d'assez exceptionnel dans le paysage des musées en général, d'avoir une place aussi importante accordée aux enfants dans le parcours permanent, puisque donc c'était le projet de la directrice Valérie Guillaume dès l'origine, dès son arrivée pour porter ce projet de rénovation, de rendre accessible à la hauteur du regard des enfants 10% des œuvres du parcours, et ce tout au long du parcours. Donc 10% des œuvres, ça représente environ 380 œuvres qui sont présentées plus bas, plus en avant des vitrines, c'est quand ce sont des objets en vitrine, et qui sont accompagnés d'une médiation adaptée, des cartels qu'on appelle des cartels enfants, mais qui sont donc qui donnent des informations sur l'œuvre avec un texte adapté au jeune public et en général qui s'adresse aux familles. On a un petit picto ballon rouge qui les signale et ce qui a été très important pour nous et assez novateur et en même temps très stimulant à porter, ça a été de faire contribuer des enfants à ce parcours, à cette rénovation, en les invitant à dessiner
dessiner à partir des œuvres. Donc on leur soumettait des reproductions d'œuvres, parce qu'on était en période de fermeture, on n'avait pas accès aux œuvres elles-mêmes, des images. Ils en choisissaient une qui leur plaisait particulièrement, et à partir de cette image d'œuvre, ils faisaient un dessin ou un texte, souvent un dessin avec un petit texte qui venait de leur imaginaire. Ce qui était intéressant pour nous dans cette démarche, c'était de faire participer les enfants, mais c'était aussi en reproduisant ces dessins et ces petits textes d'enfants sur les cartels dans le parcours, d'attirer le regard de tous les visiteurs, de les inviter à considérer ce regard un petit peu décalé, ce dessin qui était le fruit de l'imaginaire des enfants, pour porter un autre regard sur les œuvres. Donc on a voulu dire l'histoire de Paris aux enfants, mais on a aussi voulu que les enfants nous fassent partager leur regard, parfois surprenant, parfois étonnant, parfois amusant évidemment, parfois un peu transgressif aussi, et que par leur regard on puisse vraiment rafraîchir les regards de tous et nos propres regards à nous sur ces œuvres. Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont on peut se réjouir. Également, en tant qu'enseignant, on reparlera sans doute de la question des publics scolaires, le fait qu'il y ait cet accès donné aux plus jeunes au musée. Ce musée s'inscrit dans un paysage parisien dans lequel il y a déjà, évidemment, toute une série d'éléments. Il y a de la peinture 19e au Carnavalet, et il y en a beaucoup à Orsay. Il y a des objets du Moyen-Âge, désormais, au sous-sol du musée, et il y en a à Cluny, qui va rouvrir l'an prochain, normalement. Juliette Henry-Chazy, comment vous avez... est-ce que d'abord, vous avez travaillé avec vos collègues des autres musées, et puis comment vous avez pensé l'articulation entre Carnavalet et puis le réseau finalement des différents musées parisiens? J'en ai cité deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Bien entendu, on travaille tous les jours en collaboration avec nos collègues des autres musées de Paris. La particularité chez nous, c'est qu'effectivement, on est le seul musée à vraiment être consacré à l'histoire de Paris. Donc, pour nous, le choix des œuvres a été fait de manière vraiment assez simple selon ce prisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'œuvre nous dit sur Paris et son histoire, ou sur les Parisiens. Il y a des prêts, des échanges. C'est ça. Ce qui nous a conduit notamment à demander certaines œuvres en dépôt à des collègues. Donc, on a plusieurs dépôts, notamment de la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles, qui est le service qui s'occupe notamment de l'entretien des églises, et qui a dans ses collections un certain nombre d'œuvres, soit provenant d'églises, soit provenant de l'espace public parisien. Donc de la Coarque, on a certaines œuvres en dépôt. On a aussi travaillé avec d'autres institutions. Par exemple, je pense on a fait déposer par Haute-Paris un buste d'Eugène Belgrand, qui a eu un rôle majeur dans l'alimentation hydraulique de Paris, et donc qui maintenant orne les espaces du sous-sol, et donc qui est un dépôt de la société Haute-Paris, et bien d'autres. Je peux pas tous les citer, mais on a des dépôts de Saint-Germain-en-Laye, du Louvre, de nombreuses institutions qui du coup en fait nous ont proposé en dépôt des œuvres qui généralement n'étaient pas exposées chez eux en fait, et qui trouvent toute leur place chez nous au sein de notre parcours, puisque spécifiquement parisiennes, et qui du coup viennent tout à fait s'intégrer dans nos espaces. La visite au musée, évidemment, c'est une visite qu'on peut préparer, accompagner avec des outils numériques. Là encore, ça fait partie des grands changements qui ont affecté les musées depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années. Donc, Noémie Jarre, comment ça fonctionne? Site, application, peut-être ne pas nous faire tout le descriptif, mais quelle était un peu la philosophie de l'accompagnement de cette visite avec des outils numériques? Alors, les outils numériques, au sens large, sont présents dans tout le parcours, puisqu'on a très régulièrement, et on peut saluer quand même le travail qu'on a mené avec l'agence Nathalie Crinière, la muséographe, donc qui a assuré tout l'aménagement de ce parcours permanent, pour intégrer tous ces dispositifs de médiation, qu'il s'agisse de nos dispositifs d'accessibilité universelle, à manipuler, à toucher, ou de tous ces écrans qui sont présents régulièrement, mais très bien intégrés à la muséographie, et qui ne prennent jamais le pas sur les œuvres présentées. Et dans ces écrans, dans ces bornes multimédia, on a donc les entretiens dont on a parlé tout à l'heure, mais on a aussi des animations, des extraits de films documentaires, des contenus sonores également, qui sont présents dans le parcours de visite pour accompagner et enrichir la découverte des œuvres et l'expérience de visite. Et puis, en outil, alors chez soi, on a évidemment notre nouveau site internet qui a été rénové en même temps que le musée, plus rapidement quand même si on a fait un gros travail pour rénover ce site internet du musée. On a Camille Motte de la Vacquerie qui est présente avec nous, qui regarde l'enregistrement et qui opine, parce qu'elle a dû y consacrer beaucoup de travail.
Voilà, sur le site internet, il fallait aussi renouveler tout le discours. Il fallait faire le travail qu'on a fait dans le musée, le rendre accessible en ligne d'une autre manière, évidemment. Et puis, on a cette application de visite qui a été développée là aussi de façon, avec beaucoup de travail en amont pour développer des commentaires sur les œuvres, donc qui sont dès à présent téléchargeables gratuitement sur les smartphones et qui cette application propose 100 commentaires d'œuvres, on va dire adultes, en tout cas sans commentaires d'œuvres dans l'ensemble du parcours pour le public, pour le grand public, et 100 commentaires supplémentaires pour les enfants, spécifiquement jeunes publics. Donc on a vraiment, dans le parcours de visite, en téléchargeant cette application, un accompagnement avec des commentaires audio très très riches dans l'ensemble du parcours. L'application de visite grand public est traduite proposé en 7 langues. Donc on a pensé fortement à nos visiteurs étrangers, évidemment. Et pour les enfants, c'est traduit en 3 langues. Français, anglais et espagnol. Peut-être pour terminer sur ces questions de médiation, il y a beaucoup de collègues, profs qui nous écoutent, et des profs franciliens, mais aussi peut-être d'autres qui viendront de plus loin visiter, réserver, venir avec leur classe. Alors là aussi, évidemment, j'imagine que vous allez leur proposer des éléments pédagogiques, d'accompagnement. Oui, on a une professeure relais au sein du musée, Alexandra Rezal, qui a fait un gros travail, qui nous a accompagnés pendant toute cette période de fermeture et qui a travaillé à la constitution de dossiers pédagogiques pour toutes les périodes présentées au musée. Donc on est en train de finaliser ça et on pourra bientôt les mettre en ligne sur le site internet du musée. Et on souhaite aussi mettre en place des séances de travail avec les enseignants. On aimerait vraiment continuer cette démarche de co-construction, comme on l'a fait un petit peu avec les enfants pendant la rénovation, mais de façon plus active là avec les enseignants ou avec d'autres accompagnateurs de groupes. On pense par exemple aux personnes qui interviennent dans les structures du champ social, qui font venir des publics aussi au musée Carnavalet. On souhaite travailler avec toutes ces personnes ressources et relais pour bâtir ensemble en fait des offres de visite et de médiation, soit en autonomie, soit accompagnées avec nos intervenants culturels, pour vraiment répondre aux attentes et aux besoins de tous les publics. Pour finir, j'aimerais vous poser une question impossible. Si vous deviez choisir un objet qui n'était pas présenté jusque-là au musée, qui a fait son apparition au moment de la rénovation, pour donner envie d'aller le découvrir, Juliette Henry-Chazic, est-ce qu'il y a un objet que vous voudriez mettre en avant? Pas forcément de votre département. C'est difficile comme question. Est-ce que je peux faire une pirouette et répondre un petit peu à côté de votre question? Moi, une des choses que j'ai, pour mon département, que j'ai beaucoup apprécié dans cette rénovation, c'est notre nouvelle vitrine qui présente les sculptures de Dantan. Donc c'est vraiment un fonds très important au musée, puisqu'on a plus de 800 œuvres de ce sculpteur suite à un legs de la veuve du sculpteur au musée Carnavalet. Et donc c'est un fonds qui a toujours été très important pour le musée. Et dans la rénovation, on a vraiment eu... on parlait tout à l'heure du côté très sobre en fait de la rénovation, du fait que les architectes et scénographes se sont vraiment fondus dans le bâtiment en étant le plus discret possible. Et là, en fait, c'est un petit peu une exception. C'est une petite touche d'excentricité qu'a voulu Nathalie Crinière et qui fonctionne très bien, de créer une vitrine dans le sommet d'une fenêtre, donc dans un arc de cercle. Et donc, les sculptures de Dantan sont installées avec un soclage très discret. Elles semblent flotter un petit peu dans cette vitrine. Et je pense que c'est une manière renouvelée de découvrir ces œuvres que les visiteurs connaissent, mais que du coup, maintenant, on voit d'une manière différente. Et je pense que ce serait ça mon petit coup de cœur. Noémie, vous avez le droit de choisir vous aussi une pirouette et de parler d'un dispositif de médiation, par exemple, et pas forcément. Moi, j'avais choisi mon ensemble d'œuvres déjà pendant que Parce que moi, j'allais parler de la petite fenêtre par laquelle on voit l'extérieur. C'est vrai. On voit l'extérieur d'une salle pour comprendre que la salle est un décor. Il y a quelque chose d'assez neuf dans cet endroit. C'est vrai. Du coup, c'est votre coup de cœur à vous. Voilà. C'est bien. On vous laisse le présenter. Mais cette fenêtre on a parlé de ces périodes room. Juliette les a bien présentées. Et en effet, pour nous, l'enjeu, c'était de vraiment rendre
compréhensible aux visiteurs que ce n'étaient pas des décors qui étaient présents dans ce bâtiment depuis l'origine. Souvent, on sait que les visiteurs parcouraient le musée Carnavalet en imaginant que les décors et les boiseries présentées dans toutes ces salles avaient toujours été là. Oui, idem pour le mobilier. Au premier étage, il y avait eu des princes du XVIIe et qu'à ensuite, côté, il y avait eu un grand bourgeois du XIXe qui cohabitait. Exactement. Et donc, du coup, pour le rendre plus visible, on a cette proposition aussi de l'agence Nathalie Crinière de créer une petite fenêtre dans une épaisseur qui montre l'envers du décor. Et qui est très chouette et ça fait comme une petite cabane. C'est dans les salles La Rivière pour les personnes qui veulent venir la voir, parce qu'on ne peut la comprendre qu'en la voyant. Donc je vous invite à venir la voir. Et alors du coup, votre objet, et mon coup de cœur, alors évidemment j'en ai plein et j'en ai eu tout au long de ces années de rénovation, beaucoup de découvertes, beaucoup d'étonnements aussi, de connaissances qui ont pu être précisées aussi sur certaines choses. J'ai beaucoup de coups de cœur sur les dessins des enfants parce que certains vraiment nous permettent de mieux comprendre la façon dont eux voient les choses aussi, donc ça c'est très chouette. Mais moi je suis très scolaire et quand on me donne une consigne, j'essaie de la respecter. Pour moi c'est l'ensemble de photographies d'Hortense Soichet, qui est une photographe actuelle, qui a travaillé avec les habitants de la Goutte d'Or au début des années 2000 pour mettre en scène et photographier l'intérieur de leurs appartements. Et un ensemble de 6 photographies qui sont présentées dans les salles dans la dernière séquence du XXIe siècle, qui montre ces intérieurs des appartements de la Goutte d'Or, vides de toute présence humaine, mais en même temps extrêmement habités. Il faut venir les voir aussi pour en prendre la mesure. Et j'aime beaucoup cet ensemble parce que on voit aussi comment le musée Carnavalet, qui avait acquis ses œuvres depuis longtemps, c'est pas des acquisitions récentes, donc il y avait cette politique d'acquisition qui était quand même présente au musée. Aujourd'hui, on a la possibilité de montrer ses œuvres dans le parcours permanent et du coup, ça montre aussi notre volonté d'intégrer vraiment tous les quartiers de Paris et tous les Parisiens à cette grande histoire de l'histoire de Paris, que tout le monde y participe et tout le monde... Et non, surtout, ça permet en fait de montrer que l'histoire de Paris, c'est celle de tous les Parisiens. Merci beaucoup. Donc, on redit que le musée Carnavalet Histoire de Paris, on peut s'y rendre en réservant sur son site internet. Le musée est gratuit. Par contre, en ce moment, en raison de la crise sanitaire et de jauges très strictes à respecter, on a une obligation de réservation. Donc, il faut réserver son billet gratuit en passant par notre site internet carnavalet.paris.fr. Et des créneaux sont disponibles déjà. Beaucoup sont pris dans la première semaine de juin. Mais on a des créneaux disponibles en juin, juillet, août pour les visiteurs individuels. Et nous commençons à ouvrir aussi des créneaux pour les groupes scolaires, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ça sera véritablement, je pense, après la rentrée scolaire qu'on pourra proposer un accueil soutenu de tous les groupes scolaires avec qui on a travaillé avant la fermeture, avec qui on a travaillé pendant la fermeture, parce qu'on a maintenu une programmation avec les écoles pendant la fermeture et qu'on sera heureux de faire revenir encore plus nombreux à la réouverture et à la rentrée en septembre. Je pense que beaucoup de collègues seront aussi heureux de revenir et de débuter une année peut-être, on l'espère, un peu plus sereine. Merci à toutes les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.